Quand j'ai annoncé que j'invitais toute ma famille dans un resort 5 étoiles, tout le monde pensait que j'étais devenue folle. Moi, Élise, la fille discrète, bizarre, un peu trop calme pour être normale. Même ma propre cousine, Léa, a laissé échapper un commentaire du genre « T'as gagné au loto ou quoi ?» Je me suis contentée de sourire. J'avais une autre forme de jackpot, et ce séjour, c'était l'allumette avant l'incendie. J'ai envoyé des invitations personnalisées, avec des lettres calligraphiées, des billets d'avion en première classe, des promesses de suite avec vue sur mer. Personne ne pouvait refuser. La curiosité était trop forte, surtout dans une famille comme la mienne, où l'avidité se cache derrière les sourires polis. Julien, mon fiancé, n'a pas hésité une seconde. Il a même proposé d'organiser des activités pour resserrer les liens familiaux. Ironique. Très ironique, sachant ce que je savais sur lui et Léa. Je jouais le rôle de la fiancée parfaite, toujours élégante, jamais suspicieuse. Pendant ce temps, eux deux étaient convaincus de manipuler une naïve romantique. Ils n'avaient aucune idée que le plateau de jeu m'appartenait déjà. Ce resort, niché au bord d'une plage privée, n'était pas seulement un décor de vacances. C'était mon piège doré. Chaque coin avait été préparé avec soin. Les chambres équipées de micros, le personnel briefé, les itinéraires planifiés. Ce n'était pas un séjour, c'était un test de loyauté. J'ai passé des semaines à tout orchestrer, sans jamais laisser la moindre faille apparaître. J'envoyais des messages adorables à Léa. Je riais aux blagues de Julien. Je publiais même des photos de nous sur Instagram, comme si tout était parfait. Pendant ce temps, mes avocats finalisaient les clauses d'expulsion, mon équipe tech installait les caméras, et mon conseiller en sécurité élaborait les procédures de sortie d'urgence. Pas pour moi. Pour eux. Le jour du départ est arrivé. J'ai regardé ma valise, soigneusement bouclée, et je me suis dit, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui pars en vacances. C'est la vérité qui part en mission. Chaque détail avait son importance. Même la playlist dans les navettes était calculée. J'ai demandé à ce que Smooth Criminal de Michael Jackson passe dès que Léa montrait dans la voiture, un clin d'œil que je seule pouvais comprendre. Elle a levé les yeux au ciel. Moi, je souriais, parce que j'avais lancé une partie où les pions pensaient à contrôler le jeu. Mais j'étais la seule à connaître la fin. Dès qu'on a posé un pied sur le tarmac de l'île, l'ambiance a changé. Le soleil brillait, les palmiers dansaient sous la brise. Mais les regards, eux, étaient déjà tendus. Je voyais les sourires crispés, les petits coups d'œil entre cousins. Vous savez, ce genre d'énergie passive-agressive qu'on ressent dans les grandes réunions de famille, exactement ça, mais version luxe. Une hôtesse privée est venue nous accueillir, habillée en blanc immaculé, avec une pancarte où il était écrit « Bienvenue chez Élise ». Là, j'ai vu Léa plisser les yeux. Elle a jeté un regard à Julien. Un regard rapide, presque imperceptible, mais j'ai appris à lire les silences. Le resort, c'était un rêve. Des suites avec piscine privée, un chef personnel, des balades à cheval sur la plage. Bref, tout ce que ma famille aurait été incapable de s'offrir par eux-mêmes. Et pourtant, ils entraient, comme si tout leur était dû. Certains se comportaient déjà comme des rois. Les mêmes qui, 2 ans plus tôt, disaient que je n'étais pas faite pour réussir. Léa, elle, avait décidé de jouer à la cousine parfaite. Elle me faisait des compliments à la chaîne. « Élise, tu as un goût incroyable. » Élise, ce lieu est digne d'un magazine. Mais il y avait toujours ce petit ton, cette condescendance déguisée, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'avais pu faire ça seule. Spoiler alerte, je ne l'avais pas fait seule. Je l'avais fait contre eux. Julien, quant à lui, s'approchait trop souvent, trop gentiment, trop vite. Il me prenait la main, m'appelait « mon trésor ». Mais je le voyais regarder Léa quand il croyait que j'avais le dos tourné. Il croyait que je ne voyais rien, mais il oubliait que c'était mon terrain, mes caméras, mon personnel. La première soirée a été un vrai test.
J'avais organisé un apéritif chic au bord de la piscine. Tout le monde était là, rassemblé autour de petits fours au caviar et de verres de champagne millésimés. Et moi? Je ne disais presque rien. Je les laissais parler. Je les observais, et c'est là que les masques ont commencé à glisser. Un oncle a glissé un commentaire douteux sur le fait que j'étais moins insignifiante qu'avant. Une tante a chuchoté à une autre que j'avais probablement trouvé un homme riche. Pendant ce temps, Léa riait bruyamment aux blagues de Julien, posant sa main sur son bras un peu trop souvent à mon goût. Ils se sentaient en terrain conquis, en confiance, à l'aise dans leur hypocrisie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque geste, chaque mot, chaque regard était enregistré, et que moi, je ne me détendais pas. Je préparais juste le feu d'artifice. Le lendemain matin, les choses ont commencé à devenir intéressantes. À 8h pile, un petit déjeuner royal avait été dressé au bord de la mer. Fruits frais, viennoiseries, jus pressé, serveurs en uniforme. Tout le monde était émerveillé, sauf moi. Moi, je scrutais. Les yeux à demi plissés derrière mes lunettes de soleil, j'observais les comportements, et ils ne m'ont pas déçu. Léa est arrivée la dernière. Habillée comme si elle passait un casting pour les vacances des influenceuses toxiques, elle a balancé un faux compliment à ma robe avant de s'asseoir à côté de Julien. À côté. Pas en face. Comme si elle affirmait sa position sans avoir à dire un mot. Et Julien, ce pauvre imbécile, a osé lui sourire. Un sourire qui aurait pu paraître anodin. Sauf que je savais. Je savais ce qu'il voulait dire. Ce sourire, je l'avais vu 1000 fois, dans les vidéos de surveillance de mon propre appartement. Parce que oui, j'avais installé des caméras. Et non, ce n'était pas illégal. C'était chez moi. Je savais tout depuis 3 mois. Chaque rendez-vous, chaque baiser volé dans ma cuisine, chaque regard échangé dans le miroir de ma salle de bain. Ils pensaient que j'étais aveugle. Mais moi, j'étais patiente. Et ma patience était une bombe à retardement. Ce matin-là, j'ai lancé la première étincelle. Pendant que tout le monde dégustait son petit-déj, une employée du resort, une actrice en fait, s'est approchée avec un sourire chaleureux et a remis à chaque invité un petit sac cadeau. À l'intérieur, un bracelet RFID personnalisé, soi-disant pour accéder aux espaces privés du domaine. En réalité, c'était pour moi un moyen de suivre précisément qui allait où, à quelle heure et avec qui. Personne ne s'est posé de questions. Sauf Léa. Elle a levé son bracelet, m'a regardé avec un sourire en coin et a dit « C'est pour nous espionner ou quoi ?» J'ai ri. Un rire doux, presque attendri. « Non, c'est juste pour que vous ne vous perdiez pas dans mon resort. » Julien a légèrement blêmi. Ça a duré une fraction de seconde, mais je l'ai vu. Et ça m'a suffi. J'avais semé le doute. Juste assez pour qu'il commence à se demander. Le reste de la journée a été calme en apparence. Piscine, massage, cocktail. Mais en coulisses, mes enregistrements continuaient de s'empiler. Les bracelets, eux, m'envoyaient des alertes dès qu'un invité entrait dans une zone privée. Spoiler, Léa et Julien n'ont pas tardé à se retrouver, par hasard, dans le même cabanon près de la plage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais remplacé la caméra de sécurité classique par un modèle HD avec audio. Et pendant que moi, je jouais au beach volley avec les enfants des cousins, je les écoutais trahir, mot pour mot, soupir pour soupir. Ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. Parce que pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais en danger, c'était eux. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un seul objectif, resserrer l'étau. Lentement, subtilement. Juste assez pour que le doute s'insinue dans leur esprit comme du poison dans une coupe de champagne. J'ai commencé là, journée avec une activité bien choisie. Un brunch familial obligatoire. Personne ne pouvait s'échapper. Même pas Léa et Julien, qui avaient tenté de se défiler sous prétexte de vouloir faire du kayak. Pas de chance pour eux, les bracelets RFID avaient tout enregistré. Ils avaient passé une bonne heure enfermés dans la salle de massage privée, alors que personne ne les y avait programmés. Je les ai accueillis au brunch avec un grand sourire et une phrase glissée l'air de rien. « Alors, vous avez bien dormi ?»
Ou vous avez préféré vous détendre ailleurs? Le silence qui a suivi a été délicieux. Léa a avalé de travers son mimosa et Julien a baissé les yeux vers son assiette. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans leur regard. Une peur timide, confuse. Ils ne savaient pas encore que je savais tout, mais ils commençaient à le suspecter. Et moi, je me régalais. Ensuite, j'ai fait monter la tension, d'un cran. J'ai annoncé une activité surprise l'après-midi. Tout le monde devait se réunir dans le grand salon du resort pour une projection spéciale. Les gens ont applaudi, pensant à un film de vacances, peut-être une rétrospective, familiale. J'ai vu Léa rire et dire à Julien « Tu paries que ce sera un vieux diaporama ringard ?» Elle n'avait pas tout à fait tort, mais elle n'était pas prête pour le contenu. Je leur ai laissé 2 heures de libre avant la projection. 2 heures où, dans les coulisses, mes techniciens installaient les écrans géants, les haut-parleurs et surtout, les extraits, vidéos soigneusement montés. Pas de baiser frontal. Pas encore. Juste des regards, des gestes, des moments où ils pensaient être seuls. L'idée n'était pas de tout révéler. Pas tout de suite. L'idée, c'était de semer le trouble, d'enflammer les soupçons. Quand tout le monde s'est installé dans le salon, j'ai pris la parole avec un ton mielleux. Cette vidéo, c'est un petit montage que j'ai préparé pour célébrer l'amour, la famille et les moments qu'on croit invisibles. La pièce est devenue glaciale à la première scène. Léa dans un couloir, frôlant Julien de la main. Julien dans la cuisine, qui fixe son téléphone avec un sourire qu'il ne m'a jamais adressé. Les caméras étaient bien placées, les angles parfaits, les réactions inestimables. Léa a blêmi. Julien a toussé, nerveux. Ma tante a murmuré quelque chose à l'oreille de son mari. Et moi, je restais là, assise, calme, impassible, comme une chef d'orchestre regardant son œuvre prendre vie. Mais ce n'était qu'un prélude, parce que ce que j'avais préparé pour le lendemain allait faire exploser leur monde. Ce matin-là, j'ai pris mon café sur la terrasse, les yeux rivés sur l'océan, le cœur étrangement calme. Le genre de calme que seuls ceux qui ont déjà gagné ressentent. En bas, les membres de ma famille erraient comme des ombres, les visages tendus, les mots prudents. La projection de la veille les avait clairement secoués. Pas un seul ne savait exactement ce qu'ils avaient en vue. Mais tous pressentaient que quelque chose n'allait pas. Léa, elle, avait disparu dès l'aube. Julien, lui, faisait semblant. Il se comportait comme si de rien n'était. Mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui, sursautant au moindre bruit. À ce stade, je n'avais même plus besoin de dire quoi que ce soit. La culpabilité parlait pour moi. Mais bien sûr, je n'allais pas m'arrêter là. À midi, j'ai annoncé un nouveau jeu. Un escape game géant dans le resort, par équipe de 2. J'avais pris soin de forcer certaines paires, histoire de provoquer un maximum de malaise. Léa avec mon cousin Quentin, celui qui la déteste depuis qu'elle s'est moquée de lui à Noël il y a 3 ans. Julien, lui, s'est retrouvé avec ma tante préférée, Agathe, une vraie fouine déguisée en grand-mère bienveillante. Ils ont râlé, évidemment, mais j'avais tout prévu. Le jeu avait l'air innocent. Résoudre des énigmes, trouver des indices, s'échapper des différentes pièces du resort. En réalité, chaque étape contenait des éléments symboliques, des objets, des photos, des phrases, qui avaient tous une signification cachée pour eux. Exemple, dans une pièce, Léa a trouvé une photo d'un dîner qu'elle pensait privé. Dîner qu'elle avait eu avec Julien, bien avant notre rupture. Sur la table, un détail minuscule, une coupe de champagne avec mon rouge à lèvres, posée à côté. Elle a compris. Elle a compris que je savais depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, Julien galérait avec ma tante Agathe. À un moment, elle lui a demandé innocemment « Tu savais que ce bracelet traque tes mouvements en temps réel ?» Il a failli laisser tomber l'indice qu'il tenait. J'ai failli éclater de rire. Mais je me suis retenue, parce que ce n'était pas encore l'heure du final. À la fin de l'escape game, une surprise attendait les participants. Une boîte verrouillée, ornée de l'inscription
Ce qui est fait dans l'ombre finit toujours par sortir à la lumière. À l'intérieur, une clé USB, j'ai annoncé que nous allions découvrir ensemble ce qu'elle contenait. En famille. Ce soir-là, à 20h, ils étaient piégés. Tous. Certains pensaient que c'était un simple jeu. D'autres avaient compris qu'ils étaient déjà dans le piège depuis le début. Mais personne ne savait jusqu'où j'étais prête à aller. Et c'est exactement là que je voulais qu'ils soient. À la frontière entre le doute et la panique. Parce que c'est dans cet espace que les masques tombent. Il était 19h58. Toute ma famille s'était installée dans le salon principal du resort. Les stores étaient baissés, les lumières tamisées, et l'écran géant trônait au centre de la pièce comme une épée suspendue au-dessus de leur tête. La tension était palpable. Personne ne parlait, pas un souffle. Même les enfants avaient été envoyés faire une chasse au trésor nocturne, dans une autre aile du domaine. Ce moment n'était pas pour eux. Il était pour les coupables et pour les spectateurs. Je suis entrée pile à 20h, la clé USB en main. Mes talons claquaient sur le parquet. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence. Je me suis arrêtée devant l'écran, j'ai fixé Léa, puis Julien. Ce que vous allez voir ne nécessite aucune explication. Je vous laisse juger par vous-même. J'ai inséré la clé et lancé la vidéo. Tout le monde s'attendait à quelque chose de brutal, à une attaque directe. Un scandale. Ce n'était pas ça, pas encore. J'avais choisi la douleur lente. La vidéo démarrait calmement. Des séquences filmées dans mon propre appartement. Léa qui y entre pendant que je suis censée être au travail. Julien qui fait le code d'entrée sans hésitation. Leur rire, leur proximité, leur insouciance. Des semaines de trahison, compilées avec une précision chirurgicale. Le premier choc est venu quand ma tante, la mère de Léa, a reconnu la salle de bain. Elle a murmuré « Mais c'est l'appartement de Maëlle ». Un frisson a parcouru la pièce. Puis, dans une séquence centrale, on les voit. Julien et Léa, collés l'un à l'autre, chuchotant, s'embrassant, lentement, passionnément, sans aucune hésitation, sans aucune honte. Dans ma cuisine. Les réactions ont été immédiates. Mon oncle s'est levé d'un bond. Ma mère a plaqué une main sur sa bouche. Mon cousin a laissé tomber son verre de vin. Et moi, je suis restée debout, calme, droite, comme une reine, au cœur d'une tempête qu'elle avait elle-même convoquée. Mais le coup de grâce, il est venu à la fin. La vidéo s'est interrompue, puis une image fixe est apparue, un contrat, un acte notarié. En haut, en lettres dorées, Maëlle L, propriétaire exclusive du complexe La Sirène Bleue. Et juste en dessous, ma signature. C'est moi, ai-je dit lentement, qui ai financé chaque pierre de ce resort. Pas mes parents, pas un héritage. Moi, seule. Grâce à mon travail, mes investissements. J'ai tourné la tête vers Julien. Donc, mon amour, si tu veux que je rentre à la maison, je te conseille de commencer à faire tes valises, parce que tu n'as plus ta place ici. Et vers Léa. Quant à toi, j'espère que ta définition de vraie famille inclut aussi la trahison et l'hypocrisie. Parce que moi, j'ai décidé de faire un peu de ménage. La sécurité est arrivée à ce moment-là. 2 hommes en costume sobre, polis mais fermes, se sont dirigés vers Léa et Julien. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas eu besoin. Le silence qui régnait dans la pièce était plus lourd que n'importe quelle accusation. Et pendant qu'on les escortait vers la sortie, les regards de la famille se sont tournés vers moi. Pas avec de la pitié, pas même de la surprise, avec du respect. Et c'était seulement le début. Quand les portes se sont refermées derrière Léa et Julien, un silence glacé a envahi la pièce. Ce n'était pas juste un silence de gêne, non. C'était ce genre de silence lourd, pesant, où chacun se demande « Est-ce que je suis le prochain ?» Et pour cause, ce que personne ne savait, c'est que leur expulsion n'était qu'un échauffement, une mise en bouche. Car, dans cette famille, la trahison ne s'arrêtait pas à eux deux. Elle s'infiltrait partout, comme une maladie silencieuse. Je me suis levée, j'ai repris la télécommande et j'ai ouvert un nouveau dossier. Son nom, secrets familiaux, confidentiel. Oui, avec l'emoji.
J'assume. Je savais que ce que j'allais révéler allait allumer un feu que plus personne ne pourrait éteindre. Vous pensiez tous que je n'étais qu'une fille sérieuse, discrète, toujours polie? Mais pendant que vous me sous-estimiez, je vous observais. Et je prenais des notes. J'ai cliqué sur le premier fichier vidéo. L'image s'est ouverte sur mon oncle Étienne, en train de discuter très intimement avec une certaine Clara. Clara, qui n'était autre que la baby-sitter de ses enfants. La vidéo n'était pas explicite, mais les gestes, les regards, les mots suffisaient à tout comprendre. Ma tante s'est figée, les yeux grands ouverts. Elle a jeté un regard foudroyant à son mari, qui se liquéfiait littéralement dans le canapé. Puis, j'ai enchaîné. La seconde vidéo montrait ma cousine Camille, la même qui critiquait constamment mes valeurs, en train de voler de l'argent dans le coffre de ses parents, juste avant Noël dernier. J'avais même ajouté un petit zoom sur son visage, au moment exact où elle fourrait les billets dans sa poche. Elle a bafouillé quelque chose, puis a couru hors de la pièce en pleurant. Troisième fichier. Un échange WhatsApp entre deux tantes, toutes deux mariées, échangeant sur leurs aventures, avec le même serveur du resort. Spoiler, elles ne savaient pas qu'elles étaient deux. Maintenant, elles le savent. Les réactions? Un mélange de stupeur, d'indignation et de fascination. Parce que, soyons honnêtes, les gens adorent voir les masques tomber, surtout ceux de leur propre famille. Moi, je n'étais plus la victime. J'étais devenue la narratrice, celle qui tire les ficelles, celle qui transforme des vacances familiales en un jeu d'échecs à ciel ouvert. Et chaque pièce que je renversais rendait le public, ma famille, plus accro, plus nerveux. À la fin de la projection, j'ai levé mon verre de vin. On trinque à la vérité et à un peu de nettoyage nécessaire. Et, contre toute attente, c'est ma grand-mère, 78 ans, un chignon parfait et une langue acérée, qui a levé son propre verre en retour. Eh bien, au moins cette année, on ne pourra pas dire que Noël est ennuyant. Et toute la salle a éclaté de rire nerveusement. Mais moi, je savais que l'histoire n'était pas encore terminée. Il restait un secret. Un dernier. Le mien. La salle était encore sous le choc des révélations précédentes. Les visages étaient crispés. Certains tentaient de sauver la face. D'autres ne savaient plus où se mettre. Moi, j'étais calme. Trop calme. Parce que dans mon esprit, tout avait été planifié à la minute près. Mais ce que personne ne savait, pas même les plus malins autour de moi, c'est que tout ce chaos, aussi satisfaisant soit-il, n'était qu'un prélude à ce que j'avais gardé sous clé pendant des années, mon secret. Celui que je n'avais jamais osé prononcer à voix haute. Mais ce soir-là, sous les regards confus, méfiants, parfois admiratifs, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Alors j'ai éteint l'écran, me suis tournée vers la pièce entière, et j'ai dit calmement « Maintenant que tout est sur la table, je pense que vous avez le droit de connaître le reste de l'histoire. La vraie, celle que je n'ai jamais racontée à personne. » Tout le monde s'est figé. J'ai vu les yeux de ma mère s'écarquiller. Mon frère s'est redressé, lentement. Même ma grand-mère a arrêté de siroter son cocktail pour m'écouter. Oui, c'était ce moment-là. Celui que même moi je redoutais et que j'avais pourtant préparé. Je me suis approchée du piano, un peu à l'écart, et j'ai sorti une boîte en bois, vieille et marquée par le temps. Je l'ai posée sur la table centrale. Vous voulez savoir pourquoi j'ai racheté ce resort? Pourquoi j'ai investi tout ce que j'avais, jusqu'au dernier centime, pour cet endroit? J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, des lettres, vieilles, froissées, un carnet, et surtout, une photo. Une photo d'un homme, que peu d'entre eux connaissaient, mais qui changeait toute la dynamique familiale, et s'appelait Samuel. Il était mon père biologique. Un murmure a parcouru la pièce. Pas celui que vous avez connu, pas celui sur les photos de famille. Lui, c'était un autre homme. Quelqu'un que ma mère a aimé en secret, et qui a disparu avant ma naissance. J'ai brandi une lettre. L'écriture tremblait, ancienne.
Il était le propriétaire de cet endroit. Il avait acheté le terrain il y a 30 ans. Il rêvait de construire un lieu pour les gens qu'il aimait. Il est mort avant d'y parvenir. Et vous savez ce qu'a fait votre merveilleux patriarche? Mon père officiel? Il a racheté le terrain à bas prix, a effacé son nom de tous les papiers et l'a enterré dans l'oubli. Silence. Glacial. Ce resort, c'est moi qui l'ai fait renaître. En son honneur. C'est son rêve, que vous avez piétiné avec vos petits jeux, vos critiques, vos trahisons. Puis, je les ai regardés tous. Alors quand Léa a dit « Ici, seule la vraie famille reste », elle avait raison. Mais la vraie famille, ce n'est pas celle qui partage un nom. C'est celle qui se tient debout quand tout le monde veut te faire tomber. Et moi, je me suis relevée seule. Pas un mot, pas un mouvement. Juste cette vérité, crue, éclatante. Et pour la première fois, c'était moi qui contrôlais tout. Le silence qui a suivi ma révélation était plus bruyant que n'importe quel cri. J'aurais pu entendre une mouche voler, ou un cœur se briser. Chacun semblait figé dans le temps, incapable de digérer ce qu'il venait d'apprendre. Ma mère, livide, fixait la photo de Samuel comme si un fantôme venait de refaire surface. Mon oncle, celui qui se prenait pour le pilier de la famille, évitait soigneusement mon regard. Et les autres? Certains étaient clairement mal à l'aise, mais aucun n'osait parler. Parce que dans ce moment-là, la vérité n'était plus une option. C'était une lame, tranchante, qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Puis, comme s'il fallait briser ce malaise devenu insoutenable, mon cousin Marc s'est levé brusquement. C'est impossible. Tu racontes n'importe quoi. C'est une histoire inventée, un délire pour nous manipuler. Classique. J'avais anticipé cette réaction. J'ai simplement souri, calmement, avant de sortir la preuve irréfutable. Un test ADN certifié, comparant mon profil génétique à celui de Samuel, retrouvé grâce à une procédure légale menée discrètement 2 ans plus tôt. Je l'ai posé sur la table. Inventé? Tu veux le lire à haute voix? Ou tu préfères que ta sœur le fasse? Marc s'est rassis, blême. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma mère s'est levée à son tour. Mais elle ne m'a pas contredite. Non. Elle s'est approchée, les mains tremblantes, et elle a dit d'une voix douce « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres ainsi. » Tous les regards se sont tournés vers elle. C'était un amour interdit. Ton père était déjà fiancé à une autre. Et ta naissance, c'était trop compliqué, trop dangereux à l'époque. Alors j'ai tout enfoui. Et j'ai laissé les autres réécrire ton histoire. Elle a posé une main sur ma joue. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de vraies larmes dans ses yeux. Pas celles de la culpabilité feinte, celles de la vérité, celles qu'on retient pendant trop longtemps. Et là, contre toute attente, ma grand-mère s'est levée à son tour. Cette femme, que je pensais indifférente, presque complice de tous les mensonges, elle s'est avancée lentement, a regardé le test ADN, puis moi. Tu es la seule ici à avoir eu le courage d'aller chercher la vérité. Samuel était un homme bon. Et si tu es sa fille, alors tu es légitime, plus que beaucoup ici. Son regard a balayé la pièce. Peut-être que cette famille avait besoin d'un bon électrochoc. Ce moment, c'était un basculement total. Les rôles s'inversaient. La victime devenait la figure centrale. Et ceux qui dominaient, jadis, n'étaient plus que des spectateurs, impuissants, face à la réalité. Mais je n'étais pas là pour recevoir des applaudissements. J'étais là pour mettre un terme à une comédie qui avait duré bien trop longtemps. Et ce que j'allais faire ensuite allait redéfinir à jamais le sens du mot « famille ». Après cette nuit bouleversante, une partie de moi croyait que le pire était passé. Je me suis naïvement dit que les masques étaient tombés, que chacun allait se remettre en question et enfin avancer. Mais non. La vérité, c'est qu'on ne détruit pas un système de manipulation familiale en une seule soirée. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait paresseusement sur la mer, je suis descendue au restaurant du resort. Un silence étrange y régnait. Les tables étaient pleines, mais personne ne parlait vraiment. Tous attendaient,
l'air tendu, comme si un second round allait démarrer. Et il a démarré. Léa, ma cousine, celle-là même qui m'avait humiliée, devant tout le monde en disant que seule la vraie famille restait ici, s'est approchée de moi. Elle souriait, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était ce genre de rictus hypocrite, savamment dosé pour te faire croire qu'elle ne t'en veut pas, alors qu'elle rêve de t'étrangler avec une serviette en lin. Tu nous as bien surpris hier soir. Félicitations pour ton petit show. J'ai haussé un sourcil. Elle continua. Mais sache que dévoiler les secrets de famille en public ne fait pas de toi une héroïne. Juste une manipulatrice de plus. Et là, j'ai compris. Elle ne regrettait rien. Ils ne regrettaient rien. Ils étaient juste vexés d'avoir été battus à leur propre jeu. Alors, j'ai décidé que si ce qu'ils voulaient, c'était un duel psychologique, j'allais leur servir un plat 5 étoiles. Je suis montée dans ma suite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et activé un dossier que j'avais nommé « Plan B ». C'était une archive de documents, d'emails, de captures d'écran, de témoignages, des mois de collecte, des preuves d'escroquerie, de magouilles, de mensonges, des choses que certains membres de ma famille pensaient enterrées à jamais. Mais moi, je les avais gardées. Ce n'était plus une question d'ego. C'était une question de justice. Dans les jours qui ont suivi, j'ai discrètement commencé à déconstruire leur influence, pièce par pièce. J'ai contacté des partenaires du resort que mon oncle avait manipulés. J'ai révélé à des anciens investisseurs ce que Léa avait réellement fait de leurs fonds. Rien d'illégal pour moi, juste de la vérité bien exposée. Et petit à petit, les regards ont changé. Ceux qui m'ignoraient auparavant commençaient à venir me parler. Pas pour me flatter, mais parce qu'ils comprenaient que je ne faisais pas ça pour me venger, mais pour nettoyer un système toxique. Et ce que je préparais pour la suite allait être le coup de grâce. Un événement, organisé dans mon resort, réunissant toutes les personnes influentes que ma famille avait évincées, trahies ou méprisées. Une soirée où les vraies alliances allaient être révélées, parce qu'à ce moment précis, je n'étais plus seulement la paria devenue héritière. J'étais celle qui allait tout reconstruire, et cette fois sans eux. Le jour de la soirée est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. L'air était électrique, saturé d'attentes silencieuses, de regards curieux et de murmures en coulisses. Mon plan était simple, retourner la scène, faire tomber le rideau une bonne fois pour toutes, et surtout, leur montrer que je n'étais plus l'ombre qu'ils pouvaient ignorer. La salle principale du resort avait été entièrement transformée. Lustres suspendus, musiciens live, buffet digne d'un gala de charité. Rien n'avait été laissé au hasard. J'avais personnellement sélectionné chaque invité. Anciens collaborateurs écartés, partenaires lésés, employés dénigrés, amis de mon père oubliés. Tous réunis autour d'un objectif unique, la reconstruction sur des bases saines. Quand ma famille est arrivée, ils ont compris que quelque chose clochait. Aucun d'eux n'était au courant de l'événement, et surtout, personne ne leur prêtait l'attention qu'ils pensaient mériter. Pour eux, c'était inconcevable. Léa, toujours fidèle à elle-même, s'est approchée du buffet et a tenté de se faire remarquer. Elle a lancé à voix haute « Tiens, la gestionnaire en chef organise maintenant des bals masqués et elle a invité les oubliés du siècle? Quelle noblesse !» Un invité lui a répondu, sans même se retourner, « Au moins, elle ne cache pas ses erreurs derrière des faux sourires. » Et là, j'ai su que les choses basculaient à vraiment. La soirée battait son plein. Tout le monde discutait, riait, échangeait des souvenirs. Je circulais entre les groupes, souriante, confiante. Puis, à 21h pile, j'ai demandé le silence. Je suis montée sur l'estrade, micro en main, et j'ai pris une profonde inspiration. Cette soirée est un symbole, celui d'une transition, d'un nouveau départ. J'ai invité ici ceux que cette famille a volontairement effacés, ceux qui ont construit, soutenu et cru, avant d'être trahis. Ce resort, désormais, vous est ouvert, parce que ce lieu n'a jamais été leur territoire. C'était celui de mon père. Et aujourd'hui, c'est le vôtre aussi. L'ovation a été immédiate. Mon oncle, rouge de rage, s'est levé brutalement. « Tu crois vraiment que tu peux tout effacer en jouant à la justicière ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux.
sans fléchir. Non, mais je peux reconstruire. Et je vais le faire, sans toi. J'ai ensuite dévoilé, en toute transparence, les nouveaux projets du resort. Un programme de partenariat avec les anciens investisseurs, la réintégration des salariés injustement remerciés et un fonds de bourse en hommage à mon père. Les visages ont changé. Les regards se sont adoucis. Ce n'était plus une simple revanche, c'était une renaissance. Et dans un coin de la salle, j'ai vu ma mère. Elle ne disait rien, mais cette fois, elle pleurait, de fierté. C'était ça, le vrai triomphe. Et le plus beau, c'est que ce n'était pas encore fini. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un silence apaisant. Pas ce genre, de vide tendu avant une tempête, mais un silence plein, presque doux, celui qui suit une libération. Mais je savais qu'il restait une dernière chose à faire. Car malgré le succès de la soirée, un poison traînait encore dans les couloirs du resort. Un poison qu'il fallait extraire jusqu'à la dernière goutte. Et ce poison, c'était lui, mon ex-fiancé. Il s'était éclipsé tôt pendant la soirée, sûrement humilié que je ne l'aie pas approché une seule fois. Pas un mot, pas un regard. Ce silence l'a détruit bien plus que n'importe quel cri. Mais moi, je savais qu'il préparait un retour. Les gens comme lui ne partent jamais sans tenter une dernière manipulation. Et j'avais raison. En milieu d'après-midi, il est réapparu, cravate mal nouée, visage faussement contrit. Il est venu vers moi en public, devant des invités encore présents. Le genre de théâtre qu'il affectionnait. Écoute, je sais que j'ai merdé, mais tu sais aussi que je t'ai aimé. Je me suis laissé embarquer par ta famille, par Léa, ton oncle. C'était une erreur. Mais je suis prêt à tout réparer. J'ai retenu un rire. Parce que ce qu'il ignorait, c'est que j'avais tout enregistré. Chaque message, chaque conversation où il critiquait mes projets, mes ambitions, où il se moquait de moi, de mes idées, et s'agenouillait métaphoriquement devant ma cousine. Je n'avais jamais été parano. J'avais simplement appris à me protéger. Alors, je lui ai souri. Et calmement, devant tout le monde, j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai branché au système audio de la salle. Et j'ai lancé l'enregistrement. La salle est tombée dans un silence total. Sa voix a résonné. Elle croit qu'elle est spéciale parce qu'elle a hérité d'un resort. C'est juste une gamine déboussolée. Elle n'arrivera jamais à gérer ça seule. Mais moi, je suis malin. Je la garde sous contrôle. Je la rassure. Et je m'arrange pour tout récupérer. Les regards se sont tournés vers lui. Il est devenu livide. C'était sorti de son contexte. Je l'ai regardé, impassible. C'est exactement, dans le bon contexte, Julien. Tu n'as pas brisé mon cœur. Tu m'as révélé ma valeur. Et en me retournant vers la sécurité, pourriez-vous raccompagner monsieur hors de la propriété, s'il vous plaît? Définitivement. Les dînatartim. Applaudissements ont été spontanés. Personne ne s'attendait à cette scène, mais tout le monde l'a soutenue. Parce que dans cette histoire, il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de toutes celles et ceux qui s'étaient déjà sentis trahis, sous-estimés, utilisés. J'avais coupé le dernier fil qui me rattachait à mon passé et, désormais, rien ni personne ne pouvait plus m'arrêter. Mais la conclusion, elle, allait être encore plus inattendue.